Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore chaque jour les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et dans le monde. Ici, on décrypte et on explique les dynamiques qui façonnent notre monde pour une analyse objective et pertinente, loin de tout parti pris ou attaque. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui en fait de plus en plus la une et qui, derrière des chiffres un peu froids, cache une réalité qui peut être franchement inquiétante. La situation économique de la France. Le pays, qu'on voit souvent comme le symbole d'une certaine prospérité européenne, se retrouve face à des défis colossaux. Des défis qui menacent son équilibre financier, son modèle social. Les avertissements se multiplient, dressant un tableau préoccupant, et certains n'hésitent pas à faire des parallèles qui sont assez troublants avec des crises passées. Mais alors, comment est-ce qu'une telle puissance économique a pu en arriver là? Et quelles en seraient les conséquences non seulement pour l'Europe, mais peut-être même pour le monde entier? Pour aller au fond des choses, il est temps de détailler les mécanismes et les enjeux. Alors, faut bien comprendre que la sonnette d'alarme, elle a été tirée à de multiples reprises. Le Premier ministre français lui-même a mis en garde contre une détérioration de l'économie si des mesures urgentes n'étaient pas prises. Le Fonds monétaire international, de son côté, a carrément adressé un avertissement très sévère concernant les dérapages des comptes publics. Et le plus inquiétant peut-être, c'est que le coût de l'emprunt pour la France a commencé à grimper, ce qui est un signe direct que la confiance sur les marchés internationaux est en train de s'éroder. En fait, les chiffres sont assez parlants. La dette de la France atteint aujourd'hui près de 3 990 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de la France et de la Belgique combinés. Et le pire, c'est que cette dette, elle augmente de 350 000 $ chaque minute. Pour vous donner une idée, en pourcentage du PIB, elle dépasse les 113% et devrait atteindre 116% en 2025, puis 118% en 2026. On est donc très très loin du seuil de 60% fixé par le traité de Maastricht. En parallèle, le déficit budgétaire a lui aussi atteint un niveau record, 195 milliards de dollars. Alors que la règle européenne exige un déficit qui ne dépasse pas les 3% du PIB, celui de la France a grimpé à plus de 6% en 2024, après avoir déjà dépassé les 4% dès 2023. Cette incapacité à équilibrer les comptes est, pour le coup, structurelle, c'est-à-dire que les dépenses sont systématiquement supérieures aux recettes. Du coup, les perspectives de croissance sont aussi moroses. La France pourrait bien enregistrer la plus faible croissance économique en 13 ans cette année, si on met de côté la période du Covid. Les prévisions pour 2024-2026 montrent d'ailleurs un affaiblissement continu, avec des chiffres qui oscillent entre 0,6 et 1,3%. Et les conséquences, elles, se font déjà sentir. Le chômage reste élevé, dépassant les 7%, et pourrait même, selon certaines projections, atteindre les 10%, ce qui est vraiment un chiffre alarmant pour une économie aussi développée. La pauvreté, elle, a touché 10,5 millions de personnes, c'est 15% de la population. Les faillites d'entreprises sont aussi en forte hausse, avec plus de 131 000 entreprises françaises qui ont déclaré faillite en 2023 et 2024, et on s'attend à ce que plus de 67 000 autres suivent cette année. Mais la véritable bombe à retardement, ce sont les intérêts de la dette. En 2023, la France a versé 52 milliards d'euros en intérêts. Ce chiffre est monté à 62 milliards d'euros en 2024. C'est une augmentation de 10 milliards en une seule année. Il faut bien comprendre que ces sommes astronomiques ne servent pas à rembourser le capital, mais uniquement les intérêts. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget total de l'enseignement supérieur. Et les projections sont encore plus sombres. La France pourrait devoir payer jusqu'à 90 milliards d'euros par an en intérêts d'ici 2029. Alors on se demande comment en est-on arrivé à une telle situation? Les causes sont multiples, c'est un mélange de choix historiques et de réalités contemporaines. Il faut d'abord parler du modèle social français et de ses limites. Depuis longtemps, la France a construit un État-providence généreux avec des dépenses sociales qui représentent entre 55 et 57% de son économie. C'est un modèle qui a privilégié le développement basé sur l'humain et les petites industries plutôt que la course à la productivité comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais cette générosité a un coût. L'indexation automatique des pensions sur l'inflation, par exemple, ça fait grimper les dépenses en période de hausse des prix. Le secteur public, avec ses 6 millions d'employés, c'est aussi une charge importante. Et puis il y a ce problème connu de chômage volontaire, où des personnes choisissent de ne pas travailler parce que les allocations de l'État sont proches de ce qu'elles gagneraient en travaillant. Ensuite, il y a la pression fiscale et réglementaire. La France a un niveau de taxation très élevé, avec une charge fiscale qui représente plus de 45% de son PIB. Les entreprises, elles, sont particulièrement touchées par des impôts et des cotisations sociales très élevées. Cette pression, elle a des conséquences directes. Elle pousse les entreprises à la faillite, elle les dissuade d'investir, et elle provoque aussi une fuite des cerveaux et des capitaux avec des milliers de millionnaires qui quittent le pays chaque année. Mais la véritable bombe à retardement, ce sont les intérêts de la dette.
En 2023, la France a versé 52 milliards d'euros en intérêts. Ce chiffre est monté à 62 milliards d'euros en 2024. C'est une augmentation de 10 milliards en une seule année. Et il faut bien comprendre que ces sommes astronomiques ne servent pas à rembourser le capital, mais uniquement les intérêts. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget total de l'enseignement supérieur. Et les projections sont encore plus sombres. La France pourrait devoir payer jusqu'à 90 milliards d'euros par an en intérêts d'ici 2029. Alors on se demande comment en est-on arrivé à une telle situation ? Les causes sont multiples. C'est un mélange de choix historiques et de réalités contemporaines. Il faut d'abord parler du modèle social français et de ses limites. Depuis longtemps, la France a construit un État-providence généreux avec des dépenses sociales qui représentent entre 55 et 57% de son économie. C'est un modèle qui a privilégié le développement basé sur l'humain et les petites industries plutôt qu'à la course à la productivité comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais cette générosité a un coût. L'indexation automatique des pensions sur l'inflation, par exemple, ça fait grimper des dépenses en période de hausse des prix. Le secteur public, avec ses 6 millions d'employés, c'est aussi une charge importante. Et puis, il y a ce problème connu de chômage volontaire, où des personnes choisissent de ne pas travailler parce que les allocations de l'État sont proches de ce qu'elles gagneraient en travaillant. Ensuite, il y a la pression fiscale et réglementaire. La France a un niveau de taxation très élevé, avec une charge fiscale qui représente plus de 45% de son PIB. Les entreprises, elles, sont particulièrement touchées par des impôts et des cotisations sociales très élevées. Cette pression, elle a des conséquences directes. Elle pousse les entreprises à la faillite, elle les dissuade d'investir, et elle provoque aussi une fuite des cerveaux et des capitaux avec des milliers de millionnaires qui quittent le pays chaque année. Et enfin, il y a l'instabilité politique. Le manque de majorité parlementaire stable et les blocages empêchent l'adoption de mesures impopulaires mais qui sont pourtant nécessaires. Le peuple français, ancré dans une culture de protestation héritée de la Révolution française, s'oppose farouchement aux politiques d'austérité. Les manifestations massives contre la réforme des retraites en 2023 s'en sont le parfait exemple. Chaque tentative de réduire les dépenses se heurte à une résistance sociale très forte, ce qui crée un dilemme insoluble pour les gouvernements successifs. Mais cette crise n'est pas uniquement interne, elle est aussi exacerbée par un environnement international en mutation. On a la perte d'influence de la France, notamment en Afrique. Des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie remettent en question le leadership français dans la région. Du coup, ça a un impact parce que la France a longtemps bénéficié de l'influence et des ressources de ses anciennes colonies. Et puis, il y a des facteurs géopolitiques plus larges. L'engagement de la France dans la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation des dépenses militaires. En parallèle, la crise énergétique qui a suivi le conflit a obligé l'Europe à importer de l'énergie à des prix beaucoup plus élevés, ce qui grève davantage les budgets nationaux. Sans parler du facteur Trump, avec l'approche protectionniste des États-Unis et leur politique de guerre économique qui mettent l'Europe et la France en particulier sous pression. On a aussi des économistes, comme Charles Gave, qui soutiennent que l'euro est à l'origine de cette crise monstrueuse. Il argue que des taux d'intérêt artificiellement bas, loin de la réalité du marché, enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Et d'autres pointent du doigt à la désindustrialisation de la France, expliquée par un fardeau étatique qui est 15% plus élevé que dans des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Et puis la France est aussi confrontée à une fuite des cerveaux. Des jeunes diplômés et professionnels qualifiés émigrent vers l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, attirés par des salaires plus élevés et de meilleures opportunités. Alors face à tous ces défis, quelles sont les conséquences et quels sont les chemins à suivre ? Les risques immédiats sont là. La France fait face à une crise de confiance qui pourrait entraîner une nouvelle dégradation de sa note crédit et, par conséquent, une augmentation du coût de ses emprunts. Les parallèles avec la crise grecque de 2010 sont d'ailleurs fréquemment cités. Si la France ne parvient pas à se réformer, elle pourrait se retrouver sous la tutelle de l'IMF, avec des conditions d'austérité drastiques. Une telle situation pour la deuxième économie de l'Union européenne aurait bien sûr un effet domino dévastateur sur l'ensemble de l'Europe et potentiellement sur le monde entier. Pour aller au fond des choses, ce qu'il faut retenir, c'est que la France se trouve à un carrefour critique. Entre un modèle social cher à son identité, une dette qui galope, un climat politique tendu et des pressions géopolitiques, les défis sont tout simplement immenses. L'avenir dira si le pays sera capable de trouver un chemin vers la réforme sans sacrifier ses valeurs fondamentales, ou si l'histoire va se répéter comme le suggèrent certains, avec des conséquences imprévisibles pour ses citoyens et pour le monde. Nous, en tout cas, on continuera de suivre cette situation de près. Merci de votre écoute, à très bientôt pour un nouveau décryptage.